Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture où nous allons parler de lecture. Et oui, je ne change pas. Dans cet épisode, on va être sur le même format que les deux précédents avec le format classique et de base de mes épisodes de podcast. C'est-à-dire qu'il y aura une petite partie actualité, il y aura une petite partie nouveauté dans ma palle et il y aura une petite partie sur les livres que j'ai lus et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, bon écoutez, on y va. Un grand coucou à tous les spectateurs de Triple L de Mag. Alors, au niveau des événements. Donc, on se replonge quelques jours en arrière. Donc, j'ai été au livre sur la place à Nancy. Je vous en ai parlé dans le précédent épisode de podcast. J'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et j'avais pas prévu de voir Bernard Minier. Pourquoi? Eh bien parce que Bernard Minier, il écrit des pavés. Voilà. J'ai déjà lu Glacé, qui est le premier tome de la série de Servaz. J'ai déjà lu Lucia. Alors, j'ai lu Glacé suite au Quai du Polar à Lyon, parce que j'ai appris à ce moment-là, par son attaché de presse chez XO, j'ai appris à ce moment-là qu'il habitait vraiment pas loin de chez moi, dans une ville que je connais assez bien. Et du coup, je trouvais le hasard assez dingue et je me suis dit, il faut que je découvre les livres de Bernard Minier. Quand je l'ai su, le Quai du Polar était pas terminé et j'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir le rencontrer et tout. Puis bon, bah ça c'est pas fait parce que on avait d'autres choses à faire, d'autres auteurs à voir, des croisières littéraires à faire. Et puis Bernard Minier, c'est quand même un auteur qui est extrêmement vendu en France et ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le rencontrer et faire dédicacer des livres. Donc à Lyon, c'était mort, c'était niette, mais j'ai profité de mes vacances dans le sud-ouest de la France pour acheter un de ces livres là-bas. J'avais acheté donc Glacé, le premier tome de la série de Servaz, ce qui est assez rigolo puisque je l'ai acheté vraiment près des endroits où lui-même a vécu petit. Donc je trouvais ça drôle si vous voulez parce que c'est quand même à l'autre bout de la France par rapport à là où il vit actuellement et là où je vis actuellement. Et du coup j'ai découvert Glacé. Je vous en avais parlé, j'avais beaucoup d'attentes parce que vous voyez je commençais à devenir fan d'un auteur avant même d'avoir lu un de ses livres, ce qui est assez dingue. J'ai lu son livre, j'ai beaucoup aimé. Avec Glacé on est déjà sur un pavé. Mais j'ai bien aimé. Le début était peut-être un peu long à mettre en place, mais en même temps, quand on sait maintenant le nombre de tomes qu'il y a dans cette série Servaz, on comprend, hein, voilà, le temps que tout s'installe et tout. Et après, j'ai bien aimé. On est sur quelque chose, je trouve, d'assez classique, avec du rythme, avec un bon policier, un personnage principal très bien décrit au niveau de sa psychologie. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc le premier tome, c'était fait. Du coup, bah, j'étais enfin prête à le rencontrer. Bon, il y a eu des occasions manquées, enfin des soirées qui avaient l'air juste incroyables avec l'auteur, où je n'ai pas pu du tout y aller. Et tout ça, ça a reporté à Saint-Maur en poche fin juin, où j'avais très envie de rencontrer l'auteur. Alors on avait fait toute une tactique et tout, j'y étais avec ma grande, j'avais dit non mais en fait, il vient à 11h, ça va être un monde incroyable, nous on arrive à l'ouverture dès 10h, dès 10h on arrive en file, on fait la queue, voilà. On arrive à 10h, personne, on a fait, je sais pas, faudrait que je lui redemande, mais genre on a fait 4-5 fois le tour avant de voir où est-ce qu'il allait dédicacer. Donc après on a trouvé, mais il y avait pas la queue quoi. Alors qu'en face il y avait Franck Tillier et la queue commençait déjà à se faire alors que lui aussi arrivait à 11h. Et puis bah du coup on en a profité pour aller voir Cédric Cyr à l'ouverture alors qu'il y avait personne. On avait été voir Momalo, on a été voir Olivier Ball, on a fait un petit coucou à Alexis Leibsker. Enfin voilà, on a fait tout le tour de la zone polar de Saint-Maur-en-Poche en attendant que Bernard Minier arrive. Il est arrivé, j'étais du coup la première, on a attendu genre 15 minutes et moi j'étais là, j'étais trop contente de pouvoir le rencontrer et puis dire ben voilà j'en ai lu un, j'ai beaucoup aimé, maintenant je veux lire la suite quoi.
Et puis, dans le cadre du prix du Festival Sans Nom, il y avait le livre Lucia que j'ai été amenée à lire, qui est vraiment différent de la série Servaz. Donc, même si j'étais pas à jour, c'était pas grave. Je n'ai pas eu 10 livres à rattraper et j'en suis bien contente. Bon, il y en a moins de 10, hein, mais j'exagère. Mais bon, là, rattraper toute la série Servaz, ça aurait été un peu compliqué. Et puis voilà, donc Lucia, qui est très différente de Servaz, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais deviné la fin avant la fin, mais j'ai douté, et puis j'ai bien aimé la construction. On reste encore sur quelque chose de classique que j'aime. J'aime plusieurs styles, mais j'aime les policiers classiques. Et voilà, donc voilà pour ça. Et puis l'idée pour moi, c'est que j'avais acheté le suivant de la série Servaz à Saint-Maur dédicacé. On est sur un pavé, comme je dis, Bernard Minet écrit beaucoup de pavés. Là, en l'occurrence, le tome 2, Le Cercle, a un petit peu moins de 800 pages. Et je m'étais dit, ce livre-là, pour le lire pour Nancy, alors que Nancy, je l'ai prévu au dernier moment, c'est mort, je vais plutôt viser le Festival Sans Nom en octobre. Voilà ma façon de penser. Donc, Bernard Minet était effectivement à Nancy. J'ai pas cherché à faire la queue, c'est pas grave. Et puis, on a pris le même train retour et à la fin, il est sorti du train, on est passé devant lui, et puis j'ai été le voir rapidement, je l'ai un petit peu embêté. Donc voilà, j'ai échangé juste très rapidement avec lui. Et puis, ensuite, dans le week-end, je crois, le dimanche, enfin, il communique sur le fait qu'il va faire une dédicace le mercredi soir pour l'inauguration du Furet du Nord à Plaisir dans les Yvelines, qui est installé dans un centre commercial que je connais assez bien. C'est pas très loin de la maison, c'est un endroit où on va souvent, et puis quand on a vu qu'il y avait un Furet du Nord qui ouvrait, je veux dire, avec les enfants et mon mari, on était trop contents. On y a été avec les enfants la veille de la rentrée des classes pour le découvrir, un magasin qu'on a vraiment beaucoup, enfin une librairie voilà, qu'on a beaucoup aimé. Il y a un Cultura qui est pas très loin, mais c'est quand même pas la même chose. Et juste à côté, il y a un grand Auchan où il y a des livres, et il y a pas mal de livres, mais c'est quand même pas pareil. Et moi, je suis pas habituée à cette enseigne. Je l'ai découverte à Lille, alors qu'on y avait été avant avec mon mari, avant d'avoir des enfants sur cette fameuse grande place. Mais voilà, on n'avait pas... c'est pas une enseigne de chez nous, si vous voulez. On n'est pas trop habitués. Si on en avait vu une à Saint-Quentin, je crois, mais un magasin du Furet, mais... Bon, voilà, c'est pas, on n'est pas habitué, mais on a été agréablement surpris. Et donc, Bernard Minet, habitant pas très loin de chez moi, habitant donc pas très loin de ce centre commercial, il se retrouve à faire une dédicace là. Le soir, il y avait l'inauguration de ce magasin, de cette librairie, il faut que j'arrête de dire magasin, et en fait il était le parrain de l'inauguration. Et cette inauguration, j'ai été invitée par Coralie Collier et j'en suis extrêmement ravie. Coralie Collier, c'est l'autrice des 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, dont je vous ai parlé, qui est paru aux éditions du Sud-Ouest. Et j'avais fait un live avec elle sur Instagram. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'ai été très agréablement surprise par ce livre. Vous verrez rien qu'à la couverture, il est jaune, il est lumineux, ça appelle voilà l'été et tout. Enfin c'est et puis l'histoire, j'avais vraiment accroché. Je vous en avais parlé, mais voilà. Donc je la remercie énormément de m'avoir invitée à cet événement. Et donc avant, il y avait la dédicace de Bernard Minet. J'ai été malade en fait entre le salon qui avait lieu le samedi et cette inauguration et cette dédicace le mercredi. J'ai eu très peur de pas pouvoir y aller. J'ai été malade bon, avec des petites choses pas très sympathiques, mais qui ont fait que j'avais beaucoup de mal à tenir debout en fait. Voilà. Bon. Et au final, j'ai réussi à y aller. Je suis très contente, très contente. C'est en fait à Nancy, lui-même le disait, il y avait 1h30 d'attente. Là, il n'y avait pas d'attente en fait. Au début, quand il est arrivé, il y avait peut-être... je me suis pas positionnée tout de suite dans la file
puisque je voulais un petit message de lui. Et du coup, il y avait genre 5-6 personnes devant moi, c'est tout. Et après, il n'y avait pas grand monde. Donc, quand j'ai fait dédicacer le tome 3 de la série de Servaz, donc N'éteins pas la lumière, qui est fin. Il est fin parce qu'il n'a que 700 pages et pas 800 comme le cercle. Et bien du coup, quand j'ai fait dédicacer ce livre, j'ai pu échanger avec lui. Mais je sais pas combien de temps on a pu parler, 5-10 minutes, où il m'a parlé de ses inspirations pour Lucia. Très intéressant. De ses inspirations pour Servaz, de sa connaissance de l'Espagne, de la modernité de l'Espagne, malgré le fait que la dictature est encore assez récente, mais ils ont presque pris de l'avance en fait sur certains sujets, sur notamment les violences faites aux femmes ou des choses comme ça. Voilà, donc il m'a expliqué comment il s'était renseigné pour son livre. Il connaît vraiment bien l'Espagne. Enfin, c'était très très intéressant. C'était très précieux. Enfin, je veux dire, c'était pas une conférence. Vous savez, j'ai loupé la conférence à Nancy. J'étais super déçue. J'aurais appris énormément de choses, beaucoup plus que là en 10 minutes. Mais là, c'était un échange, quoi. Enfin, mais je sais pas, c'est assez dingue, quoi. Donc, je suis super contente. Et puis, quand j'ai su qu'il dédicaçait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai encore abandonné un livre de la rentrée littéraire. Je suis allergique à la rentrée littéraire 2022, je crois. Je dis ça, mais il y a quand même des livres que j'ai beaucoup aimés. Et bah voilà, j'avais un trou dans mon planning de lecture. J'ai commencé à lire Le Cercle. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas lu 800 pages en 2 jours, mais j'étais encore dans la lecture de ce livre quand je l'ai rencontré, et donc c'était encore tout frais. Enfin, justement, lui dire ce que j'appréciais. Moi, Servaz, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc ça fait partie de dédicaces que je qualifierais juste de magique. Le truc où, c'est ce que je vous disais sur le fameux salon à la Garenne-Colombes qui a lieu fin juin, un vendredi soir, la nuit blanche des livres. Je sais plus à quelle heure ça commence, genre 18h peut-être ou 18h30. Eh bien, c'est un salon où on rencontre David Fuenquinos, Melissa d'Acosta, Sophie Talmen, Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Lorraine Fouchet, il y avait Alexis Leipsker, Nicolas Lebel, Éric Foissier, Julien Sandrel, voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde parmi les auteurs, des personnes vraiment connues, très connues, et on n'attend pas. Et du coup, pour moi, ce salon est très précieux parce que comme on n'attend pas, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, ça veut dire qu'on n'est pas pressé lors de la dédicace. J'aime pas passer 3 heures à parler avec un auteur si je sais que derrière, il y a des gens qui attendent. Je suis forcément pressée. L'auteur aussi, lui-même, peut être pressé, ce qui se comprend. Donc voilà, là on est dans de meilleures conditions, les échanges sont beaucoup plus précieux, c'est là que je peux réussir à avoir des petits bouts de vidéo pour vous de la part des auteurs, c'est des moments que j'aime bien. Et en fait, petit à petit, je vais connaître les salons, j'en faisais pas énormément avant le Covid, j'en ai fait quelques-uns, mais bon, mes enfants étaient encore petits et je me voyais pas les laisser pour partir faire des salons. Maintenant, ils sont plus grands et du coup, je commence à faire beaucoup plus de salons et je commence à connaître un peu les salons en sachant bah tiens, je sais très bien que à Saint-Maur, à l'ouverture, je peux voir Cédric Cyr. Pas de souci, puisque je l'ai vu à l'ouverture de Saint-Maur le samedi et le dimanche. Par contre, après, c'est mort, il y a trop de monde. Voilà, je peux réussir à avoir des petites choses comme ça pour attendre le moins de temps possible et profiter au maximum. Dans les salons incroyables, il y avait aussi Noir-sur-Ormesson qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière au mois de novembre, avec des auteurs assez dingues comme Olivier Norek, comme Jérôme Loubry, comme Nico Takian, comme Catherine Aotet, comme Cédric Cyr, il y en avait énormément. Comment ça s'appelle? Julia Chapman. Voilà, bon, j'en oublie, mais il y avait quand même des grands noms et quasiment pas d'attente. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est précieux quoi. Enfin, quand pour se faire dédicacer un livre par Olivier Norek, on se met au bout de la file et devant nous il y a 3-4 personnes alors qu'on est en plein milieu du salon, c'est cool en fait, c'est vachement bien.
Voilà, donc ça, ce moment avec Bernard Minier, je le garderai vraiment en tête pendant un moment, et puis voilà, avoir la chance, grâce à Coralie Collier, de suivre son discours à l'inauguration et tout, c'était vraiment très intéressant. Voilà, donc très très chouette moment. Et puis, eh bien Coralie, en fait, c'est la première fois que je la voyais en vrai, échanger avec elle. C'était hyper précieux, en fait. C'est marrant parce que je l'avais jamais vue en vrai. On a échangé par mail, par message sur Instagram. On a fait un live ensemble et j'avais l'impression que je la connaissais déjà. C'est quelqu'un qui est très lumineux, qui est très souriante et qui est très agréable. Enfin, voilà, c'est une très chouette rencontre et j'en suis contente. Voilà. Je vais maintenant passer à des nouveautés dans ma palle. Alors, j'ai reçu de la part des éditions Charleston ce beau bébé, ce pavé, mais en même temps, on vient de parler des livres de Bernard Minier. C'est le tome 2 des Héritières de Lovenoff de Corinna Baumann, Le secret de Mathilda. C'est un livre que j'ai eu la chance de lire en tant que lectrice Charleston. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais énormément aimé. Je vous lis l'avis que j'avais mis. Justement, j'avais adoré le tome 1 des Héritières de Lovenoff. C'est encore le cas avec le tome 2. L'écriture est fluide et agréable à lire. Il ne me reste plus qu'à découvrir les autres livres de cette autrice. Elle écrit très bien. Vraiment, on est pris tout de suite dans l'histoire. Si vous aimez Downton Abbey, si vous aimez La Villa aux Étoffes, vous aimerez Les Héritières de Lovenoff, mais on n'est pas sur un copier-coller non plus. Et c'est ça qui est assez agréable. Il y a un côté vraiment féministe. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on est sur une suite sans être sur une suite. C'est-à-dire que dans le premier tome, on découvre Agnetha. On s'attache à Agnetha. On va retrouver dans ce tome-là Agnetha, mais c'est pas elle qui sera le personnage principal. Il y a comme une génération qui passe quelque part. Enfin, c'est voilà, très très intéressant, tellement bien écrit. C'est un livre énorme là. Il fait 650 pages. Voilà, ça paraît fin par rapport à des Bernard Minier, mais il fait quand même autant de pages et ça se dévore. On se rend même pas compte qu'on lit autant de pages. C'est une très belle découverte et elle a écrit d'autres livres. C'est marrant parce que cet été, quand j'étais en Italie, dans des petites librairies, vraiment des petits points presse avec quelques livres. Il y avait des livres de Corinna Baumann, tout comme il y avait les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'était assez rigolo en fait. J'en ai un autre dans ma palle de cette autrice qu'il faudra que je découvre parce que vraiment elle a une écriture que j'apprécie beaucoup. Et j'ai reçu de la part des éditions Le Duc, qui est une maison d'édition petite sœur des éditions Charleston, ce livre à fleur de peau, qui est l'adaptation, comme vous le voyez, l'adaptation BD du roman initiatique sur l'hypersensibilité de Saverio Tomasella. Voilà. Je suis pas roman graphique, hein, je vous en présente jamais, mais vu le sujet, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut vraiment m'être utile sans que ce soit trop long à lire parce que ça reste une bande dessinée et puis c'est bien de temps en temps les bandes dessinées quand même. Il faudrait que je m'ouvre un petit peu plus aux livres graphiques. Voilà pour ce que j'ai. Alors, je dis nouveauté dans ma palle. Celui-ci, bah, je vais le prendre en photo pour Instagram et il va intégrer direct mes bibliothèques puisqu'il est déjà lu, hein. Ça aussi, c'est une nouveauté dans ma palle. Voilà, eh bien, on passe au livre que j'ai lu récemment et ce que j'en ai pensé. Alors, on va se faire 4 livres. Voilà, 4 livres de bons thrillers chez HarperCollins. Un Bruno Combe que j'ai passé en audio, un tout petit livre que j'ai lu en début de semaine. Alors, je commence par le lourd, je commence par Vindicta, Vindicta de Cédric Cyr, beau pavé de 790 pages. J'avais pas prévu de le lire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai abandonné un livre encore?
Je sais plus du tout. Mais qu'est-ce que j'ai... Mais si, je crois que j'ai abandonné un livre. Et donc, je lisais ce livre quand j'ai été au salon à Nancy, avec ce petit mot de Franck Tillier sur le livre, alors que je venais de voir Franck Tillier. Enfin, c'était rigolo. Ce livre, je l'ai acheté justement à Saint-Maur-en-Poche le 25 juin exactement, dédicacé par l'auteur. Il m'avait été conseillé par lui. Je lui avais expliqué que j'en avais lu qu'un de lui, que j'avais énormément aimé, Avec tes yeux. Il m'avait été conseillé par Florence et Angie de Madame Chachali, Florence de Flow & Books. Et voilà, je lui avais expliqué, je lui avais dit ce que j'avais bien aimé et tout. Il m'a dit, waouh, écoute, je te conseille Vindicta. Je dis, ok, mais Vindicta, il a quand même une réputation un peu de folie, quoi. Enfin, ce qu'on entend souvent, c'est si t'as lu Vindicta, tu peux tout lire. Et c'est très drôle parce que la dernière fois que j'ai vu Eva et de Pose-toi Eva lire, et c'était justement à ce salon à Nancy, c'est ce qu'elle a dit. Elle dit, j'ai lu Vindicta, je peux tout lire. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment violentes. Je le savais quand j'y suis allée, voilà, j'étais au courant, je le savais. On est sur un livre de quasiment 800 pages. Il y a quand même pas 100 pages de violence, hein. C'est quand même... c'est des scènes par-ci par-là. On sent quand elles vont arriver et on sait pourquoi. Voilà, là, on connaît la raison. Je vais pas dire que ça explique une telle violence, on est d'accord, mais bon... Ce livre est un page-turner. Pour moi, le maître des page-turners, c'est Cédric Cyr. J'en ai lu que 2 de lui, mais je ne connais pas un meilleur auteur de page-turner. Je vous dis, Bernard Minier, ça se lit bien, mais il n'y a pas ce côté... pour moi, un page-turner, c'est qu'à chaque page, on a envie de passer pour lire la suivante parce qu'il y a du suspense, parce qu'il y a beaucoup de rythme, etc., etc., etc. C'est ce qu'il me disait de toute façon à Saint-Maur, c'est que pour lui, c'est la promesse qu'il fait au lecteur, quoi. C'est, voilà... Je vous offre des page-turners. Enfin, donc là, on est servi. Bon, autre petite chose, c'est qu'en fait, les chapitres, ils commencent toujours sur cette page-là. Il y a des pages blanches. Les chapitres sont assez courts. Vous voyez, par exemple, là, le chapitre se finit là. On tourne la page blanche, nouveau chapitre. Ce qui fait qu'il y a énormément de chapitres dans ce livre. Il y a même épilogue, il y a même d'autres semblants de chapitres. Voilà, il y a 145 chapitres. On est sur un livre de 800 pages. On n'est pas non plus sur des chapitres de 2-3 pages, mais il y a d'autres passages à d'autres lieux. Voilà, donc il y a en réalité plus de chapitres que ça. L'histoire est complexe, il peut se le permettre avec un livre d'autant de pages. Je veux dire, si on restait sur 2 personnages et un qui a tué l'autre, on saurait vite qui c'était. Et en 2 pages, le livre il est terminé. En 800 pages, il a le temps de compliquer son histoire. Il a le temps de mettre plusieurs histoires dans l'histoire. Il a le temps d'alterner vraiment les différentes histoires et voilà, c'est là aussi où c'est bien, surtout quand dans 800 pages, on s'ennuie pas. Donc là, on a 4 personnages, Damien, Élie, Audrey et Driss. Ces 4 personnages ont besoin d'argent, puis ils se disent, tiens, on a besoin d'argent, on va aller dans une bijouterie et on va aller faire un petit casse, quoi. Bon, ça se passe pas du tout comme prévu. Pas du tout. À la fin de ce truc, il y a quand même un mort qui tord le cœur. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça tord le cœur. En plus, ce casse de bijouterie, il se passe, en plus de ce truc-là, de cette mort, il y a quand même, ça se passe pas non plus comme prévu. On sent déjà qu'il y a un truc, ils sont tombés dans une histoire compliquée à laquelle ils pensaient pas. Et puis cette mort, elle laisse pas les gens insensibles, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en fait on a, enfin il y a vraiment, enfin si vous voulez, il y a nos 4 jeunes qui font un casse dans une bijouterie. Ça se passe pas comme prévu parce qu'ils tombent dans un truc dans cette bijouterie qui est un peu dingue. Ensuite ils s'en vont, course poursuite, je sais pas, enfin moitié course, ils s'en vont un peu vite. Ils tuent quelqu'un au passage, donc voilà. Mais en fait on avait 2 policiers qui étaient en train de surveiller cette bijouterie pour la première histoire du truc qui se passait dans la bijouterie. Voilà, il se passait une histoire louche. Et il y avait 2 policiers qui étaient là en train de surveiller. Et là, ils ont été témoins d'un casse, d'un truc. Voilà.
Et ces deux policiers, c'est un peu des policiers qu'on a mis au placard parce que ils ont fait des trucs pas très clairs. Ils ont tous les deux une histoire un peu différente. On s'en méfie. Les deux doivent se méfier l'un de l'autre quand même. Hein. Voilà. Donc en fait, notre personnage principal qui mène l'enquête, c'est un peu l'un des deux policiers. Enfin, qui mène l'enquête. C'est l'un des deux policiers, donc avec ce côté gentil, pas gentil. Enfin, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, j'aime beaucoup Servaz dans Bernard Minet, qui lui est gentil et qui est très humain, qui est sensible et c'est très appréciable. Mais voilà, j'aime bien, donc qui est vraiment très gentil. Hein. Et j'aime bien aussi ce côté, c'est un gentil, pas gentil. Enfin, un gentil qui a pas un parcours très clair, quoi. Et il a un petit peu de mal avec l'autorité. Et donc voilà, vous voyez, ça fait beaucoup d'histoires qui vont s'entremêler. Et en fait, pourquoi il y a une enquête? Parce qu'il va y avoir des morts en fait. Enfin, voilà, d'autres morts que celles dont je vous parlais. Je veux pas vous en dire plus. Donc oui, je vous le redis, il y a des scènes qui sont violentes. Il y a des trucs où bon, ça fait froid dans le dos. J'ai été prévenue, je le savais, je l'ai lu en connaissance de cause. Quand Eva m'en parlait, elle l'a lu sans le savoir. Les premières personnes qui ont lu le livre ont découvert ça et ça, je pense que c'était encore pire si vous voulez. Donc voilà, vraiment un sacré livre, le genre de livre où même si j'ai 3 minutes pour lire, c'est pas grave, je le prends, je me lirai bien un chapitre. Enfin, Cédric Cyr, c'est un sacré auteur, c'est vraiment un sacré auteur. Je suis très contente de l'avoir autant aimé. Bon. J'ai découvert la fin avant la fin parce qu'en ce moment je suis contaminée. J'ai le virus de celle qui découvre les fins avant la fin. C'est assez agaçant. J'aimerais être surprise. Mais ça n'enlève quand même pas l'histoire. Hein. Ça n'enlève quand même pas ces 800 pages qu'on se dévore. Voilà, donc Vindicta de Cédric Cyr. Allez-y, mais accrochez-vous pour certaines scènes. Passez-les vite et voilà. J'enchaîne avec La chair de sa chair de Claire Favant. Oh, je suis contente parce que du coup j'enchaîne, je vous parle de 2 thrillers l'un après l'autre qui sont excellents. La couverture, elle est trop belle. J'avais acheté ce livre à Brive, j'avais fait dédicacer par l'autrice. À Brive, il n'existait qu'en grand format, depuis il est sorti en poche. Voilà, ça c'est le genre de choses, il faudrait que j'arrête de le faire, d'acheter des grands formats au salon si je ne les lis pas avant la sortie poche, parce que dans ce cas-là, autant s'acheter le poche. Il se dévore ce livre, c'est mon premier livre de l'autrice. Et voilà, il se lit très vite, on a 350 pages, ouais c'est ça, 350 pages, très bien fait, on a une partie par personnage, mais c'est pas parce qu'on a une partie par personnage qu'on va suivre que ce personnage dans l'histoire, mais ça permet un certain découpage. J'ai énormément apprécié l'écriture de l'autrice, le vocabulaire utilisé, parce qu'on est dans un milieu particulier. En fait, on suit Moira O'Donnell. Moira, bon, c'est une, j'allais dire une maman célibataire, oui et non. Elle a eu un enfant avec son premier mari. Malheureusement, son premier mari était violent, vraiment violent, et il en a fait de la prison. Ensuite, alors que son premier mari était en prison, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a essayé de se reconstruire, voilà, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, avec qui elle a eu 2 enfants. Cet homme, qui paraissait très équilibré, s'est suicidé. Et elle se retrouve avec ses 3 enfants. Moira n'a jamais eu beaucoup d'argent. Et là, elle travaille comme une folle pour subvenir aux besoins de ses enfants, pour payer le logement, payer à manger, etc. Et ça, en fait, elle a 2 garçons. Donc, le premier garçon d'un premier mari, le deuxième garçon d'un second mari, puis une fille. Sa fille est malade, elle est atteinte de mucoviscidose. Et ça nécessite des traitements qui sont en plus coûteux. Donc elle cumule les jobs, elle est jamais là. Son fils aîné s'occupe de la maison, s'occupe des plus petits. On lui a déjà jeté les services sociaux, elle a essayé de s'en dépatouiller pour pas qu'on lui enlève ses enfants. Mais voilà, une situation compliquée, avec une certaine pauvreté, dans un certain milieu sociale où voilà, elle bosse, le fils aîné il fait ses devoirs, mais voilà, il y a quand même un truc. Et ça aurait été facile d'utiliser un vocabulaire un peu vulgaire, un peu gras, comme certains autres auteurs n'hésitent pas à le faire,
pour décrire encore plus le milieu ou je ne sais quoi. Elle n'est pas tombée dans ça et j'apprécie énormément parce que j'en ai marre de voir de la vulgarité dans les thrillers, j'en ai marre de voir de la drogue à tout bout de champ. J'en ai lu trop des trucs comme ça et c'est pas ce que j'aime en fait. Et là, Claire Favant, elle prouve qu'on peut faire un très bon thriller avec des sujets sociaux forts sans tomber dans un côté malsain. Enfin, oui et non, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas très sains dans cette histoire, mais en tout cas, il y a des... Enfin, voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais elle tombe pas dans ce truc-là, et du coup, cette autrice, je veux lire d'autres livres, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas été... Enfin, j'ai lu des thrillers cet été où, je pense à Morgane Montoriol, je pouvais pas, le vocabulaire, c'était... Je comprends que c'est bien de mettre de la vulgarité pour décrire encore plus un milieu et tout, mais ça... Voilà, j'ai du mal. Je sais pas ma zone de confort et là j'ai énormément apprécié. Donc je veux découvrir d'autres livres de Claire Favant. Pourquoi on est dans un thriller? Parce qu'avec ce que je vous dis, il n'y a rien de particulier. Eh bien en fait, la dernière, en fait, son dernier enfant, sa seule fille, son troisième enfant, va mourir dans des conditions assez dramatiques et suite à ça il va se passer, ça va enclencher des choses au sein de cette famille qui tentait de vivre plus ou moins en équilibre, plus ou moins que qu'autre chose, mais ben voilà, ça va enchaîner des choses et tout cet équilibre va s'effondrer pour Moira. Voilà. Et puis bah, Moira, en fait, elle a quand même ce côté où elle n'est pas habituée à vivre seule. Donc, elle a besoin aussi de retrouver quelqu'un dans sa vie. Bon, j'ai peur de vous en dire trop si je vais plus loin, mais clairement, ça a été une sacrée découverte pour moi. Je pensais pas... J'y suis allée en me disant... Oh, ça va me tordre l'estomac, j'ai peur que ça me fasse penser à tel livre, j'ai peur qu'on tombe dans ce truc-là, j'ai peur... Oh bah non, vraiment non, très agréablement surprise et elle prouve qu'on peut faire des choses, un excellent thriller sans tomber dans certaines choses qui moi me mettent mal à l'aise. J'ai découvert la fin avant la fin. Bah oui, hein, je vous dis, j'ai le virus de découvrir les dénouements avant à la fin. Voilà, bon, on va passer comme ça et puis j'ai qu'à lire moins de thrillers. Voilà la chair de Claire Favant. J'ai passé un Bruno Combe en audio. Ce que je n'oserais jamais te dire, c'est mon 3e, 4e livre de l'auteur, je ne sais plus bien. C'est un auteur que j'aime bien, je l'aime bien pour plusieurs raisons. Ce livre, je l'ai pris à Saint-Maur ou pas? Non, j'ai pas pris ce livre à Saint-Maur. Non, je crois que je dois avoir plusieurs livres de lui dans ma palle et je crois que j'avais pris un autre livre pour le faire dédicacer à Saint-Maur. Donc j'ai rencontré l'auteur, j'ai pu échanger avec lui sur des choses qui me tenaient à cœur dans son parcours avant d'être auteur. Il a fait des métiers qui m'intéressent énormément, que je trouve fantastiques, voyez-vous. Et ça m'intéressait de voir comment d'un métier comme ça, on en arrive à être auteur. Et ce qu'il m'a dit est très très intéressant. Il vient de métiers plutôt scientifiques et j'ai trouvé très intéressant sa façon de voir les choses, de s'organiser et les atouts qu'il a pour l'écriture en fait. Voilà, je sais bien que dans la vie, il n'y a pas d'un côté les scientifiques et d'un côté les littéraires, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, j'ai un métier scientifique, je vous parle de livres. Il y a quand même pas mal d'auteurs scientifiques qui viennent du milieu scientifique en fait et qui écrivent des fictions. Mais donc c'est plus compliqué que ça. Mais il y a quand même des gens qui sont très marqués scientifiques et d'autres qui sont très marqués littéraires. Voilà, c'est leur compétence. Et ça m'intéresse toujours un peu de voir comment ça se passe. Enfin voilà, c'était pour ma curiosité personnelle et cet échange, je m'en rappellerai pendant un petit moment, je pense. Ce que je n'oserais jamais te dire, eh ben ça passe bien en audio. Ça passe vraiment très bien en audio. On suit Joy qui vient de se marier avec Guillaume. On commence comme ça, il se marie, c'est quand même quelque chose d'heureux, c'est un très chouette événement.
Sauf que Joy, en fait, eh bien, la nuit de leur mariage, le mariage n'est pas terminé, la fête n'est pas terminée, qu'elle est partie. Et c'était pas comme ça sur un coup de tête, non, elle avait organisé son départ. Voilà, on se met à la place de Guillaume. Pourquoi elle a fait ça? On se met à la place de Joy aussi. Et en fait, on va suivre les deux. On va suivre les deux personnages. On va suivre Joy, on va voir où est-ce qu'elle est partie, ce qu'elle va faire. On va suivre Guillaume qui va découvrir pourquoi et voilà. C'est très intéressant comme construction. Ce que je regrette peut-être au niveau du livre audio, c'est que en fait, je sais pas d'ailleurs comment est fait le livre papier, mais il est fait comme ça. Donc on a un chapitre, on doit voir, je me rappelle même pas si on a, j'identifie moins les chapitres avec la version audio, mais on avait peut-être un chapitre Joy, un chapitre Guillaume, mais c'était pas annoncé avant. Ce qui fait que à chaque début de chapitre, j'avais un moment de attends, je suis avec qui là? J'étais bien avec Guillaume, je suis toujours avec Guillaume, je suis avec Joy. Il n'y avait pas déjà, il n'y a pas de mots qui ont été ajoutés, donc le nom du personnage n'a pas été dit dans le livre audio puisque c'est pas indiqué dans le livre, mais il n'y avait pas de changement de voix et ça, je l'aurais vraiment apprécié. J'aurais vraiment apprécié avoir une voix masculine pour Guillaume et avoir une voix féminine pour Joy, ça m'aurait beaucoup plus aidé dans l'écoute. Mais mis à part ça, c'est un livre qui s'écoute très bien, il faut pas une concentration maximale. Donc moi j'écoute mes livres audio principalement en voiture. J'ai pas été dérangée quand je perdais des fois le fil parce que je partais dans mes pensées pendant 1 minute. J'arrivais facilement à me raccrocher, sinon je revenais un peu en arrière. Mais bon, ça demande pas une concentration incroyable et c'est tant mieux. Donc ça passe bien en audio. Donc c'est très important pour moi de savoir que Bruno Combe passe bien en audio parce que j'ai d'autres livres de Bruno Combe. Très bien, j'ai bien aimé. Il y a un côté un peu, j'allais dire feel good. Ouais, enfin dans un feel good il y a tout qui est beau, brillant, tout est rose et c'est pas le cas quand même. Mais on est sur un livre sympathique. Ce que je n'oserais jamais te dire. Voilà. Et je vais terminer avec La fille de la supérette de Sayaka Murata. J'avais ce livre dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps par rapport au nombre de pages qu'il a. La fille de la supérette, c'est un livre que j'ai acheté à La Griffe Noire il y a 1 an et demi, au mois de juin, alors que je rencontrais Florence de Flow & Books pour la première fois. Il y avait plusieurs dédicaces à La Griffe Noire, il y avait Serena Giuliano, il y avait Melissa d'Acosta, il y avait Cédric Cyr, et je connaissais pas Cédric Cyr, je ne lui avais pris aucun livre, j'avais peur que ce soit trop gore pour moi en fait. Et puis voilà, Florence m'avait conseillé ce livre. Je connaissais très peu la littérature japonaise et j'ai lu des livres grâce à elle, écrits par des japonais. Bon, ça se lit extrêmement vite, ce livre il fait 140 pages. Il est très particulier parce qu'en fait on suit Keiko qui a 36 ans. Elle est célibataire et ça fait 18 ans qu'elle travaille dans la même supérette. Elle a besoin d'une routine, elle a besoin de suivre certaines règles. Tous les matins, il y a un brief pour dire, voilà, dans cette supérette, vous devez dire bonjour gna gna et tous les employés répondent bonjour gna gna. Vous dites bienvenue, hein. Enfin voilà, il y a des messages comme ça. La nuit, elle se les repasse, ces messages. Voilà, c'est son mode de fonctionnement. Elle a besoin de ça pour être rassurée. Mais c'est pas le fonctionnement de toutes les personnes de 36 ans. À 36 ans, on attend d'elle qu'elle soit mariée, on attend d'elle qu'elle ait des enfants, on attend d'elle qu'elle ait un vrai job parce que travailler dans une supérette, pour la plupart des gens, ce n'est pas un vrai job. Elle est particulière, elle est peut-être un peu différente, mais elle a certains besoins, elle les connaît et elle sait comment faire pour eh bien, être bien en fait. Cette pression de l'entourage est assez pénible, elle arrive à s'en détacher totalement, elle a un côté assez détaché en fait, presque parfois sans émotion, et presque le meilleur comportement à avoir quand on voit les personnes à qui elle a affaire qui mettent un peu la pression, un peu de jugement et en fait ça lui passe globalement au-dessus. Ouais, j'ai bien aimé, je connais peu la culture japonaise, on m'a dit quand j'ai fait mon avis sur Instagram que c'était globalement, c'était quand même un peu ça, la culture japonaise, qui avait presque plus de pression
que ce qu'on peut avoir en France. Pourtant en France, une femme célibataire à 36 ans qui travaille dans une supérette, je pense qu'elle serait pas épargnée. Mais voilà, intéressant de voir comment ça chemine un peu. Bon, elle a quand même des hommes dans son entourage qui sont assez machos. Mais voilà, écoutez, c'était sympa. C'était pas un coup de cœur. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente d'avoir sorti ce livre de ma palle. Et voilà, je participe au Booklanta organisé par Alice au Pays des Livres. Il fallait lire des livres courts, donc j'ai pu le faire entrer dans cette catégorie et rapporter un point à mon équipe verte. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et puis à partager vos moments de visionnage sur les réseaux sociaux parce que ça me touche toujours beaucoup. Et puis écoutez, j'ai encore plein de choses à vous dire et on se retrouvera dans de prochaines vidéos pour vous raconter tout ça. À très vite et merci d'avoir été jusqu'au bout.